C'est l'heure de votre JT en ce vendredi 26 septembre, un JT présenté par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. C'est la grisaille qui dominera tout au long de la journée. Dans nos deux départements, quelques éclaircies sont à prévoir dans l'après-midi. Des températures stationnaires. La minimale sera de 7 degrés et la maximale de 19 degrés. À la une de ce JT, une petite odeur de fumier du côté de la préfecture de Blois, Hélène. Et oui, après avoir occupé ce matin 2 ronds-points stratégiques pour accéder à la ville, les agriculteurs ont mis leur menace à exécution en déposant du fumier, des pommes et des restes de poireaux devant les grilles de la préfecture loiret-chérienne. Une déclinaison locale d'un mouvement national pour dénoncer la concurrence déloyale des produits importés et qui ne respectent pas nos normes. Ça s'appelle un crève-cœur. Le collectif Tourangeau Pas d'enfants à la rue a cessé depuis 2 semaines de mettre à l'abri les familles avec enfants sans solution d'hébergement. Un renoncement assumé, mais qui a des conséquences. Plusieurs dizaines d'enfants sont retournés dans des abris de fortune. Enfin, nous irons faire un tour sur la pelouse du château de Chambord. 2500 personnes s'y sont rendues cet après-midi pour participer au 30e défi interentreprise. Un moment sportif, évidemment, mais aussi une occasion de se soutenir entre collègues. Et puis, dans notre séquence, on vous répond la question pratico-pratique du soir. Quels sont les bons conseils sur les commandes de bois de chauffage à l'approche de l'hiver? Joël Constanza, responsable de la communication au sein de l'UFC Que Choisir 37, sera notre invité pour répondre à cette question. Mais d'abord, vous en parlez déjà hier dans notre édition. La FNSEA et les JA appelaient aujourd'hui à une grande journée d'action sur tout le territoire pour protester contre le Mercosur et les importations qui ne respectent pas le même cahier des charges que celui imposé à nos agriculteurs. À Blois, la mobilisation a commencé tôt ce matin, dès 6 h, sur 2 ronds-points stratégiques. Elle s'est poursuivie devant la préfecture. Compte rendu avec Romain Delville. Après les ronds-points, c'est la place de la République qui se retrouve bloquée toute cette matinée. Une dizaine de tracteurs aux abords de la préfecture et dans la rue, les agriculteurs qui font leur doléance au préfet, accompagnés de la directrice départementale des territoires. Je vais vous parler de la filière caprine. J'élève des moutons et des chèvres et puis je suis représentant dans la filière caprine. On a des cours qui ne couvrent pas nos coûts de production, quoi. On va perdre de l'argent. Chaque hectare qu'on cultive, on perd de l'argent, quoi. La question est de se dire, est-ce qu'on continue, quoi? Enfin, est-ce qu'on va remettre en culture, remettre des frais, donc acheter de la semence, de l'engrais, des herbages et machin, pour à la fin vendre moins cher que ce que tout ça nous a coûté. Et on ne parle même pas de notre temps, quoi. Voilà. C'est que depuis 50 ans, le monde agricole observe un glissement de la part des gouvernements successifs. Le soutien a laissé place, selon eux, à l'abandon des agriculteurs. La balance commerciale agricole a fini d'être positive. Et selon les paysans présents ce matin, c'est en grande partie dû à la concurrence déloyale. On a pu parler pas mal du Mercosur, on parle aussi de l'Indonésie cette semaine, avec aussi pour faire entrer de nouvelles marchandises qui ne respectent en rien notre cadre de production. Donc il y a énormément de trahison effectivement sur l'ensemble des filières, et l'ensemble des filières sont en mal aujourd'hui sur l'agriculture française et encore plus sur la loiret-chérienne. À tel point que la question se pose pour certains du sens même de leur métier. Autrefois soutenue, montrée en exemple, l'agriculture subirait un déclassement aux yeux des politiques. D'autant que l'instabilité gouvernementale actuelle prive les syndicats agricoles d'interlocuteurs fiables. La préoccupation générale, c'est de l'avenir de l'agriculture. En général, c'est nos besoins de production, savoir si le gouvernement veut nous suivre dans la production ou s'il veut tout délocaliser et puis plus d'agriculteurs dans le territoire. Les agriculteurs étaient arrivés à plein, ils sont repartis à vide. Avant de quitter la place de la République, ils ont déversé devant la préfecture du fumier, du lisier ainsi que des pommes pourries. Et ça coince également du côté de l'hôpital de Sainte-Maure-de-Touraine. La CGT et Sud Santé appelait à manifester ce midi pour dénoncer la fermeture de l'EHPAD des Sablonnières devenue vétuste et l'absence de proposition de reclassement des personnels sur place. En toile de fond également les conditions de travail du personnel hospitalier. Non seulement c'est un chamboulement, mais à 3 mois, il faut savoir que les agents concernés, dont les équipes de nuit, dont le service du PAD, ne savent pas aujourd'hui, pour la plupart, où est-ce qu'ils vont être mutés, ou s'ils vont pouvoir rester de nuit, s'ils vont pouvoir rester de jour. Donc ça, c'est très anxiogène, surtout pour les équipes de nuit, qui, eux, sont perturbés dans leur quotidien, parce que la plupart ont travaillé de nuit sur de longues années, et aujourd'hui se retrouver dans un cycle diurne. Donc ça va être compliqué pour leur vie personnelle, sociale.
Et pour clôturer ce chapitre social, sachez que le piquet de grève a été levé ce vendredi matin sur le site de Bosch à Vendôme. Une réunion a eu lieu ce matin entre les syndicats et la direction, actant la fin du conflit et la reprise du travail. Si le site industriel cherche toujours un repreneur, les employés réclament quant à eux des garanties sociales pour assurer leur avenir. Ils souhaitent que l'acquéreur futur maintienne les effectifs et les acquis des 270 salariés en CDI. 2 autres réunions sont déjà programmées lundi et mardi prochain. Stop ou encore, le collectif Tourangeau Pas d'enfants à la rue a finalement tranché. Depuis 15 jours, ses membres ont décidé de ne plus payer de chambre d'hôtel aux familles qui ne sont pas prises en charge par le 115. Cela faisait 2 ans et demi que le collectif se substituait au pouvoir public en venant en aide à des enfants et à leurs parents sans solution d'hébergement. Une situation qui n'était plus tenable, mais qui a des conséquences. Les explications de Léa Turquier. Madina est mère de 3 enfants et tous les soirs, elle doit chercher une solution pour que sa famille ne dorme pas dehors. Un casse-tête interminable alors qu'elle et ses enfants vivent depuis bientôt 6 ans à Tours. Je suis un peu fatiguée et c'est difficile. Parfois on dort, je suis trop seule à l'hôpital. J'essaie de rassurer les enfants, je leur dis que demain ça ira mieux, demain on trouvera un endroit pour dormir, peut-être que le 115 nous donnera une place, mais ça fait déjà plus de 2 mois qu'on n'a pas eu de place au 115. On espère quand même toujours qu'à un moment on aura une vie plus stable, stabilisée, avec la possibilité de travailler et d'avoir un lieu où vivre, que je puisse offrir à mes enfants ce dont ils ont besoin. Angelica est elle aussi mère de 3 enfants. Cette semaine, elle fait partie des 3 familles qui ont pu dormir à l'hôtel. 4 chambres sont payées par la ville de Tours, 2 par l'association Chrétiens Migrants. Mais d'habitude, leur nuit ne ressemble pas à ça. On dort dans la rue, on se dort soit dans la gare et avec les enfants. On reste même assis, on dort comme ça, dans les bancs de la gare, à côté de la machine. Le 115 ne nous a jamais donné de place. Je peux dire presque un mois, on est presque un mois là. Cela fait maintenant 2 semaines que le collectif Pas d'enfants à la rue ne finance plus de chambres d'hôtel pour héberger ses familles. Une décision crève-cœur pour les bénévoles, mais la situation n'était plus tenable. La grande majorité de ces familles, ce sont des demandeurs d'asile qui ont droit légalement à un hébergement. Et on manque de 200 places à Tours. On ne peut pas indéfiniment se substituer quand même à l'État. Mais c'est très dur, c'est très culpabilisant et en même temps, c'est pas notre responsabilité. C'est ça qui est pas juste, quoi. Cette semaine, 7 familles et donc 31 enfants n'avaient pas de solution d'hébergement, un nombre qui comprend uniquement les personnes signalées au collectif. Allez, place à notre rubrique On vous répond dans ce journal avec notre invité Joël Constanza, responsable de la communication au sein de l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire. Pour répondre à cette question pratico-pratique ce soir, quels sont les bons conseils sur les commandes de bois de chauffage à l'approche de l'hiver? Bienvenue Joël sur notre plateau, car oui, bonjour, les derniers jours, il commence à faire froid, ça y est, donc il faut penser à sa commande de bois, mais attention. Oui. Il y a des précautions à prendre et on va apporter quelques conseils à nos amis téléspectateurs. Déjà, il faut se méfier, comme à chaque fois on le dit régulièrement, mais des offres un peu trop alléchantes qu'on peut trouver. Oui, alors ça, il faut arrêter de croire au Père Noël. Ça, je le répète à chaque fois. Mais donc, se méfier des prix trop attractifs, des délais trop courts. Voilà, ça, il faut vraiment se méfier. Il faut vérifier généralement les sites, aller voir si le site a été signalé, parce que généralement les personnes qui sont fait avoir le signalent. Donc aller voir les avis sur les sites et puis éviter de payer, alors je sais que je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais éviter de payer avant la livraison si surtout vous n'êtes pas sûr de la fiabilité du site. Alors autre conseil, ça j'aurais jamais pensé, l'unité de commande, mais en même temps c'est quelque chose de... C'est le volume commandé, c'est ça? Alors c'est assez amusant parce qu'en fait on a toujours l'habitude, on garde à l'esprit cette histoire de stère. On commande en stère de bois. Or, il faut savoir qu'en fait, le stère n'est plus l'unité. Normalement, pour commander le bois, normalement, c'est le mètre cube. C'est un décret de 75 applicable depuis 78, donc ça date quand même, et qui a été revu en 2003. Donc, si on doit commander, ne commandez pas en stère, parce que souvent, ça pose problème, parce que les gens ont dans leur esprit cette idée du stère égale 1 mètre cube. Pas du tout. Et en fait, non, à la livraison, ils ont l'impression de s'être fait arnaquer. Souvent, on entend ça. Oh là là, mais je me suis fait arnaquer, j'ai pas eu ce que j'avais
j'avais commandé. Et en fait, il faut savoir que le ster, c'est normalement 1 mètre cube, mais avec des bûches de 1 mètre de long. Or, maintenant... On n'utilise plus des bûches. Voilà, on commande des rondins beaucoup plus petits, de 50 cm, de 33, de 25. Et du coup, ils sont mieux rangés. Et du coup, le volume baisse. Donc, il faut demander en centimètres, du coup. Alors, il faut essayer d'avoir les... Non, toujours en mètres cubes. En mètres cubes, pardon. En mètres cubes empilés ou mètres cubes à part en bois. Mais parce qu'autrement, si vous restez avec cette idée qu'un ster, c'est 1 mètre cube, vous allez, si vous commandez, par exemple, je vais vous donner juste une mesure, si vous commandez des rondins de 50 cm, un ster... Vous avez l'impression d'en avoir 1 mètre cube. Maintenant, vous en aurez que 0,8 mètres cubes. Donc ça, c'est une vraie info pratico-pratique. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent après en disant « mais on s'est fait avoir ». Non, c'est pas du tout. Autre chose, oui, l'approche de l'hiver, c'est pas la meilleure période. J'imagine que les prix peuvent augmenter un petit peu parce que tout le monde veut s'approvisionner en bois. Oui, alors c'est toujours l'offre et la demande. Alors déjà, l'hiver, donc, c'est pas un bon moment. Mieux vaut le faire au printemps, en fait. On aura des délais ça sera pour l'année prochaine pour on aura des prix, voilà, c'est cela, tout à fait. Autre conseil, un bois de chauffage de qualité doit être sec. Oui, alors normalement, on doit vous le vendre sec. C'est maximum 20% de taux d'humidité, parce qu'au-dessus de 20%, 25%, on a beaucoup plus de polluants et un rendement bien inférieur. Donc, laissez-le à l'abri, au sec, de toute façon, avant emploi. Dernier conseil, les essences de bois, qu'est-ce qu'on choisit justement pour son... Alors, mieux vaut choisir, alors bien sûr, après, il y a une question de prix, les prix ne sont pas les mêmes, mais mieux vaut choisir des bois durs comme le chêne, l'orme, le charme, etc. Éviter les bois tendres, comme le saule, par exemple, parce que ça brûle très vite. Comment faire la différence, j'allais dire, quand on n'est pas spécialisé? Vous avez quand vous commandez, on vous dit quel bois vous commandez. Oui, mais quand il arrive, comment faire la différence entre... on peut vous mettre un petit peu de, un peu de saule? Il faut compter sur l'honnêteté. Ok, finalement, ils sont un peu honnêtes. Un dernier conseil très rapidement de rappel de sécurité. Ah oui, alors ça c'est très très important, on le dit, on le répète. Il faut absolument, pour éviter toute intoxication et tout incendie, il faut absolument faire ramener vos appareils, vos cheminées. Ça, c'est très, très important. Et au moins une fois par an. Messieurs, dames, nous sommes vraiment en automne. Merci Joëlle Constanza d'être venue sur notre plateau. Et puis l'UFC Que Choisir, évidemment, si vous avez des conseils à demander. On va passer à présent à notre page sport. Hélène, avec le dernier volet de notre série de la semaine consacrée aux 10-20 km et au marathon de Tours que vous allez faire dimanche. Les différentes épreuves, pas du tout, auront lieu ce dimanche et visiblement au sec. Alors, selon vous, combien de coureurs sont attendus sur les différents parcours? C'était l'objet de notre question web du jour, Aurélien. 7 000, 11 000, 17 000 ou 25 000. Et vous êtes 41% à penser que c'est 17 000 la bonne réponse. Et je crois qu'ils ont raison, Hélène. Eh oui, 17 000 coureurs sont attendus sur les différentes lignes de départ de cette 43e édition. Et parmi eux, Damir et Zoé. Ils peaufinent leur entraînement pour être fin prêt le jour J. Une rencontre signée Romain Delville. C'est le fief, the place to be pour celles et ceux qui s'entraînent pour les 10 et 20 km de Tours, le lac de la Bergeonnerie. C'est le choix de Damir, qui vise les 50 minutes aux 10 km et qui essaye de rattraper le temps perdu. La semaine un peu plus tranquille, je fractionne pour essayer de récupérer un peu plus en allure. Honnêtement, j'avais arrêté un long moment et là, ça fait qu'un mois que j'ai repris l'entraînement. C'est dur, mais voilà. De son côté, Zoé a suivi un plan d'entraînement depuis plusieurs mois pour s'aligner sur les 20 km. 3 sorties par semaine, une sortie longue, une sortie endurance fondamentale et un fractionné, le tout sur les conseils de pros trouvés sur Internet. Pour les derniers jours, la jeune femme affine les derniers réglages. J'ai fait début de semaine une petite sortie 7 km. Là, je partais sur un 10. Et puis peut-être une petite mise en jambe samedi avant la course, 4-5 km maximum, à petite foulée. Histoire d'avoir les jambes bien chaudes pour dimanche matin. Pour le coach sportif François Coulot, il y a tout d'abord les écueils à éviter, comme changer de chaussures le jour de la course par exemple. Selon lui, il faut garder son plan d'entraînement jusqu'à la dernière semaine. Jour 5, jour 4 avant l'épreuve, on continue de s'entraîner, on mange normalement. Et par contre, 3 jours avant l'épreuve, donc J-3, J-2, J-1, on va plutôt se reposer. Et par contre, là, on va avoir une alimentation un petit peu modifiée, où on va insister un petit peu plus sur les glucides. Donc plutôt les féculents, les pâtes, etc.
Enfin, le jour de la course, il faut bien s'hydrater et surtout respecter son allure, sous peine de flancher, notamment sur les courses longues, 20 km et marathon. Et bon courage à tous les coureurs que l'on pourra voir ce dimanche. Alors eux aussi ont décidé d'en baver, mais ils ont choisi de le faire en compagnie de leurs collègues de travail. C'était aujourd'hui, Hélène. Oui, la 30e édition du défi inter-entreprise se tenait en fin d'après-midi à Chambord. 620 équipes ont décidé d'y participer. Cela représente en moyenne 2500 personnes, un record. L'objectif, c'est de réaliser le meilleur chrono en effectuant 3,5 km de course à pied. Jusque-là, ça va. 7 km de vélo et 600 mètres de canoë sur place. On retrouve Arnaud Potier en compagnie de plusieurs participants qui ont décidé de ne pas se prendre au sérieux. Et oui, Hélène, ici, tout le monde est prêt juste avant le départ. Ici, on a des personnes qui sont costumées. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu vos déguisements, justement? Eh bien, moi, c'est un petit dinosaure. Je suis dresseuse de dinosaures en fait, et du coup j'ai ce deuxième dinosaure aussi qui m'appartient. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir justement et à participer à cet événement? Pour rigoler, faire du sport et puis se rejoindre entre collègues. Voilà. Ouais, pareil, c'est vraiment pour le fun, on est là entre nous, il y a un nouveau dans l'équipe donc on l'intègre et que du bonheur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce choix déjà de costume? Alors nous on travaille chez Dossi à Contre et du coup c'était pour représenter notre entreprise de légumes. C'est une grande première pour vous de participer à cette épreuve? Oui, une toute première, c'est une bonne expérience. Pour l'instant l'ambiance, ça se passe bien? Très bonne ambiance, maintenant on attend le départ. Justement, qui va faire quoi? Qui fait quelle épreuve? Moi je fais le VTT. Au canoë. On est au canoë, on aime bien ramer. C'est ça, et après ce que j'aime bien moi c'est le fait de pouvoir faire un événement sportif avec des collègues et dans un super cadre. Ouais, l'ambiance avec le château. Ça permet aussi de découvrir finalement toutes les personnes du territoire local, peut-être de créer des liens aussi, vous avez fait des rencontres. On retrouve aussi des anciens collègues. Des anciens collègues, oui, très régulièrement. Quel est le petit rituel juste avant de partir? Là on est à quelques minutes du départ, comment vous vous préparez? On est parti chercher nos bouées, nos gilets de sauvetage. Et puis on va accompagner notre coureur qui va se mettre en place sur la ligne de départ. Très bien, bon courage. Encourager l'équipe. Bon courage à vous, bonne course. Eh bien c'est parti Hélène, voilà, ils vont s'installer sur la ligne de départ et puis on va aller voir ça. On est avec Christophe de Gruel. Bonjour Christophe. Bonjour et ravi de vous accueillir dans ce cadre extraordinaire de Chambord. Alors, 30e édition de cette inter-entreprise, finalement, qu'est-ce qui fait la recette du succès? Donc 30 années de bonheur, 30 années de compétition sportive et conviviale. C'est la grande fête de l'économie et du sport pour mettre à l'honneur les entreprises et leurs collaborateurs. Quelle est l'importance à l'échelle territoriale d'organiser un événement comme celui-ci? L'agglomération de Blois a comme première compétence le soutien à l'économie et aux entreprises. Et il y a une notion qui est très importante, c'est le climat social. Une entreprise qui fonctionne, une entreprise qui gagne des parts de marché, une entreprise qui fait un bon chiffre d'affaires, c'est une entreprise où les collaborateurs sont heureux, où les collaborateurs sont heureux de venir travailler. Eh bien, cette manifestation, il suffit de regarder l'ambiance, illustre cette volonté d'un climat social apaisé, d'un climat social qui met en avant le bonheur de travailler. Il y a un besoin de créer ces connexions entre les entreprises du territoire blésois. Tout à fait, il y a un besoin à l'intérieur des entreprises et il y a un besoin entre les entreprises. L'idée, c'est de mettre à l'honneur la grande famille des entreprises du Blésois. Très bien, merci beaucoup Christophe de Gruel d'avoir répondu à nos questions.
Rappel du principal titre avant de se quitter, Hélène. Oui, la FNSEA et les JA appelaient aujourd'hui à une grande journée d'action sur tout le territoire pour protester contre le Mercosur et les importations qui ne respectent pas le même cahier des charges que celui imposé à nos agriculteurs. À Blois, la mobilisation a commencé dès 6 h du matin, vendredi, sur 2 ronds-points stratégiques pour rejoindre la capitale loir-et-chérienne. Elle s'est poursuivie par un dépôt de fumier, de pommes et de poireaux devant les grilles de la préfecture. Vous le voyez. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, l'invité de la rédaction, un invité écho ce soir avec Élise Pierre. Nous on se donne rendez-vous lundi 17 h 50 pour une nouvelle semaine et une nouvelle salve de Val de Loire en direct à lundi.